Aujourd'hui, je vous retrouve pour la troisième partie de mes 3 trimestres de grossesse. J'ai fait une petite liste de choses qui me sont arrivées. J'espère que la vidéo ne va pas être entrecoupée parce que mon enfant dort. Dans le deuxième trimestre, un truc que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait le test du diabète. Qu'est-ce que le test du diabète? En gros, ils vous font un test du diabète gestationnel pendant que vous êtes enceinte. Parce que ça peut avoir des conséquences sur votre bébé, etc. Il y a plusieurs conditions pour faire ce test. C'est pas toutes les femmes qui le font. C'est si vous êtes en surpoids, si vous dépassez les 35, si vous avez déjà fait du diabète gestationnel dans une autre grossesse, et si vous avez quelqu'un de proche de vous qui a du diabète. Moi, j'étais dans une case, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un de proche de moi qui a du diabète, donc j'ai fait ce fameux test. En quoi consiste ce test? Il vous donne un flacon de 500 millilitres avec une solution dedans extrêmement sucrée. Quand je vous dis que c'est extrêmement sucré parce que moi, j'adore le coca. Vous voyez? Et le coca, je trouve pas ça si sucré que ça. Et, vous voyez ma jauge de sucre. Donc, si je vous dis que c'est extrêmement sucré, c'est extrêmement sucré. Donc, il vous donne ça et vous devez le boire en moins 5 minutes. Enfin, vous avez un temps impartial. Et en fait, ils vous font des prises de sang avant, pendant et après pour déterminer comment votre corps gère le sucre. J'ai fail à ce test parce que je suis arrivée pile sur la valeur, pas au-dessus, pas en dessous, mais pile sur la valeur. Donc ils ont dit, vous avez le diabète gestationnel. À savoir que, donc pour mes go qui sont enceintes et qui vont faire ce test, ce qui peut influer sur ce test, c'est ce que vous mangez la semaine d'avant. Donc si vous avez mangé full glucides, full sucre, etc., ça se peut très probablement que votre test foire et que vous n'ayez pas le diabète gestationnel, mais que le test foire et du coup, il décrète que vous l'avez. À savoir que moi, la semaine d'avant, je venais de déménager. Donc, comment vous dire que vous connaissez les après-déménagements où vous bouffez de la merde parce qu'en fait, vous n'avez le temps de rien faire. Sachant que nous, on a déménagé et on n'a pas arrêté de travailler. Et j'étais enceinte. Deuxième chose, vous avez plusieurs manières de vous faire suivre pendant votre grossesse. Vous pouvez soit vous faire suivre directement à l'hôpital ou à la maternité dans laquelle vous allez accoucher, soit vous pouvez vous faire suivre jusqu'au 7e mois par une sage-femme indépendante, donc vous allez voir que elle pendant quasi tout le suivi de votre grossesse, donc pendant 7 mois. Et les 2 derniers mois, vous êtes suivi à la maternité. Donc les résultats ont été envoyés à ma sage-femme à moi, qui a dit, c'est bon, en vue du poids que tu as pris pendant ta grossesse, nous y reviendrons tout à l'heure, le poids du bébé actuel, pour moi, tu n'as pas le diabète gestationnel. Sauf que au bout du 7e mois, donc, je switch à la maternité. Et là, à la maternité, ils me disent, mais madame, vous avez du diabète gestationnel? Ça va pas du tout. Je leur dis oui, mais mes conditions de santé, c'est-à-dire mon poids, le poids de mon bébé et les particularités physiques de mon bébé, prouvent que je n'ai pas le diabète gestationnel. Sachant que dans la vie de tous les jours, je ne grignote pas. Enfin, juste, je mange 3 fois par jour. Il n'y avait pas de raison. Sauf que là, ils me disent, non, 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 vous avez le diabète gestationnel, c'est les chiffres, c'est le machin, c'est le truc. Bon, ok. Donc du coup, j'ai dû aller à une formation à l'hôpital en dépassement d'honoraires, c'est-à-dire que j'ai dû payer cette formation, où en fait, ils t'apprennent à manger. Voilà. Manger des légumes, manger équilibré. Donc j'ai payé pour ça. J'étais là, ok, j'ai dû me lever à 7h du mat. Quand c'est... Enfin, j'ai dû me lever, non, j'ai même pas dû me lever. Enfin, j'ai dû aller là-bas à 7h du mat alors qu'il y a des bouchons. L'enfer. Tout ça pour qu'une meuf nous dise « Ne mangez pas trop sucré ». On a eu obligation du coup de se piquer, vous savez, pour vérifier votre taux de sucre. Et j'ai dû me piquer 6 fois par jour. Et après, vous rentrez dans une petite application. Si vous avez dépassé ça en rouge, si vous n'avez pas dépassé ça en vert. Autant vous dire que tous mes trucs étaient en vert, sauf quand de temps en temps je mangeais un McDo. Jusque-là, rien de bizarre. Donc, encore une fois, pour moi, je n'avais pas le diabète gestationnel parce que mon bébé était un tout petit bébé, genre en poids, estimé et réel. Que moi, j'ai pas pris beaucoup de poids, j'y reviendrai. Genre, j'ai pris moins que 10 kilos, moins que 5 kilos.
C'est pour vous dire. Donc on n'était pas du tout, enfin pour moi en tout cas, on n'était pas du tout dans le diabète gestationnel. Et en plus de ça, les bébés qui ont du diabète, qui ont du diabète du coup, quand les mamans ont du diabète gestationnel, ont le ventre gonflé et ont un peu moins de liquide amniotique, si je dis pas de bêtises. Ce qui n'était pas du tout le cas de ma fille. J'imagine que c'est mieux d'être dans le doute et de le faire plutôt que de ne pas le faire, mais je vous avoue que ça m'a pris une grosse charge mentale et ça m'a un peu saoulée qu'on n'écoute pas mes ressentis, ce que j'avais à dire, etc. Mais bon, on va mettre ça sur le compte de vaut mieux faire et ne rien avoir que ne rien faire et avoir. Ce qui nous amène à ma prise de poids. Alors moi personnellement, je trouve que ce n'est pas un sujet quand vous êtes enceinte, quand vous êtes en train de porter la vie. Je pense que ça ne devrait pas être un sujet, tout simplement parce que vous êtes en train de créer un être humain à l'intérieur de votre corps. Genre littéralement. Qui s'en fout qu'on ait pris 5, 10, 20, 15 kilos, 30 kilos pendant la grossesse. Voilà, moi c'est un peu une question qui m'a choquée parce que la question que j'ai le plus eue durant toute ma grossesse, c'est pas est-ce que le bébé est en santé, est-ce que le bébé va bien, est-ce que tu vas bien. Non, la question la plus posée pendant toute ma grossesse, ça a été t'as pris combien de poids? Et je trouve ça mais tellement genre wrong, genre non en fait ça ne se demande pas. Voilà, si la personne en parle, elle en parle avec toi. Mais déjà la personne, elle peut avoir des TCA, elle peut mal le vivre, etc. Ça ne se demande pas. Voilà, si vous avez des gens dans votre entourage, ne demandez pas ça. Sachant que moi, personnellement, j'ai beaucoup vomi à mon premier trimestre. Comme je vous l'ai dit, j'ai perdu quasiment 7 kilos de mon poids d'origine. Donc j'étais suivie avec ma sage-femme et tout, on voyait ensemble et disait c'est bon et tout, sachant que j'avais quand même des réserves, d'accord? Donc je pesais pas 50 kilos de base, et puis de toute manière en fait tu vomis, donc c'est même pas toi qui contrôle. Pendant ma grossesse, je n'ai pas eu d'envie particulière, c'est-à-dire d'envie de trucs à bouffer, des choses comme ça. Si j'ai eu une petite obsession pour l'ice tea, et après pour le coca chéri. À part ça, j'ai pas eu plus d'appétit, j'ai pas eu plus de choses que ça. Donc bon, bref, j'ai perdu 7 kilos à mon premier mois et jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai pris 5 kilos. Sur ma grossesse, j'ai perdu 7 et j'ai gagné 5. Donc j'étais à moins 2 de mon poids de départ, d'avant grossesse. Donc quand tu dis ça aux gens, c'est là, en fait, je suis à moins de 2 kilos de mon poids. Donc je n'ai pas pris de poids. Et là, les gens, ils vous disent « Hein ? Comment ça ?» D'un côté, je peux les comprendre, parce que moi, j'ai toujours entendu, en tout cas quand ma mère était enceinte de ma petite sœur et tout, j'ai toujours entendu, il faut prendre 1 kilo par mois de... ou 2 kilos par mois de grossesse, ou il faut manger pour 2. Spoiler alerte, pas du tout. Voilà. Sauf cas exceptionnel, j'imagine. Mais une personne normale en santé, etc., non. Dites-moi si vous le saviez, parce que moi je le savais pas. Donc je m'inquiétais beaucoup parce que je ne prenais pas de poids. Sa femme m'a dit, mais non, tant que vous êtes en santé, tant que le bébé est en santé, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour ça. C'est pour ça que je vous disais juste avant que pour le diabète gestationnel, en général, tu as une prise de poids qui est assez conséquente. Ce qui n'était pas mon cas. Sachant aussi que vous prenez du poids, certes, mais c'est surtout que vous prenez du poids parce que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous. Ça ne pèse pas rien. C'est-à-dire que ton flux sanguin fait x2, d'accord? Je sais pas combien de litres de sang on a, mais ça fait x2, donc c'est quand même lourd. L'utérus, le placenta, le liquide amniotique, le bébé, vos seins aussi, hein, toutes les glandes mammaires qui font... c'est des schémas qu'on ne voit pas, mais du coup, je trouve ça intéressant d'en parler. C'est pas pour culpabiliser personne, mais ça peut arriver. Dans le 3e trimestre, c'est également là qu'on commence les cours à l'accouchement. Il me semble qu'il y en a 7 et que c'est remboursé par la Sécu et tout. Enfin, en gros, c'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de les faire, mais vous pouvez les faire. Nous, on les a fait. Pour être honnête,
j'ai pas appris grand chose. Ils parlent de l'allaitement, ils parlent de la grossesse, de comment l'accouchement se passe, etc. Mais moi, vu que je suis une grosse folle et surtout je suis une vierge, du coup, j'ai vraiment besoin de connaître tout mon sujet par cœur pour pouvoir me lancer dans l'aventure. Donc en fait, la plupart des choses, je les savais déjà. Donc vraiment, c'est à vous de jauger si vous voulez vous renseigner par vous-même, si vous voulez avoir les cours, etc. Donc il me semble qu'il y a des cours à l'hôpital, il y a aussi les sages-femmes indépendantes qui donnent ces cours-là. C'est également dans ce troisième trimestre que le bébé a bougé. Alors, je mens, c'est aussi un peu au deuxième trimestre, mais là, elle a vraiment bougé de fou. C'est simple, en fait, toutes les 3 heures. Pour les futures mamans qui sont là, qui n'ont pas encore eu de bébé, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des bébés qui ne bougent pas, ou en tout cas que vous ressentez pas. Donc c'est pas parce que votre bébé bouge pas que ça ne va pas. Dès que mon mec mettait sa main sur mon ventre, elle tapait. Elle tapait comme ça. Et vers la fin de la grossesse, c'est vrai que vous voyez votre ventre se déformer parce que il y a un petit pied, une petite main. Moi, quand je voyais les vidéos de ça avant, sur TikTok et tout, je trouvais ça dégueulasse. Très très honnêtement. Et en fait, quand c'est vous, vous êtes là, oh ok, elle a bougé. Aussi, on m'a demandé si j'avais eu le masque de grossesse. Qu'est-ce que le masque de grossesse? En gros, c'est une hyperpigmentation et souvent c'est autour de la bouche et autour des yeux. Et moi, je ne l'ai pas eu. Par contre, j'ai plein de taches de rousseur en dessous de mon maquillage. Et pendant ma grossesse, toutes mes taches de rousseur sont ressorties à mort. Et très honnêtement, c'était trop beau. J'ai trop aimé. Et bon, là, elles sont un peu reparties. Tant pis, j'aurais bien aimé qu'elles restent. Mais moi, en gros, mon masque de grossesse, ça a juste fait de l'hyperpigmentation sur mes taches de rousseur qui étaient déjà là. Ensuite, on a fini tout ce qui était un peu travaux dans l'appartement. On a fini la chambre de notre fille. Alors, franchement, on n'a pas fait grand-chose, hein. On a juste collé des stickers sur les portes coulissantes et on a mis du papier peint juste sur un mur de sa chambre. On a mis des petits rideaux, etc. Je vous avoue que c'était un peu la première pièce qui était finie. Mais si vous êtes des futurs parents et que vous avez l'impression d'être en retard, très honnêtement, la plupart des gens font du cododo au début. Et votre enfant va pas dans sa chambre au début. Donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas après, c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse genre les indispensables, bébé, machin et tout. Je sais que j'ai pas envie que ce chaîne se transforme en contenu bébé, mais en fait c'est tellement intéressant et c'est tellement rare d'avoir un regroupement d'informations sur le même endroit que moi j'ai dû chercher sur plein d'endroits des conseils pour l'allaitement, pour le sommeil du bébé, pour l'alimentation, pour les siestes, etc. Que pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi en commentaire parce que sinon je la ferai pas. Pendant mon troisième trimestre, j'ai également pris mon congé maternité. Donc à savoir que le congé maternité c'est 3 mois en tout. Donc avant et après l'accouchement combiné. Donc pas 3 mois, 3 mois, hein, 3 mois en tout. Et j'ai travaillé jusqu'à 3 semaines avant mon accouchement. En vrai, ça m'allait très bien. J'ai tatoué, tout le monde était gentil. Il y a des fois où j'ai dû annuler parce que je me sentais pas bien, mais les gens étaient hyper compréhensifs. Le seul truc qui était chiant, c'est que dans mon salon de tatouage, il y a des escaliers. Et les escaliers, franchement, ça m'a tuée. Mais franchement, ça allait. J'ai kiffé travailler jusqu'à aussi tard, entre guillemets. J'ai kiffé aussi être en arrêt 3 semaines avant mon accouchement. C'était cool, j'ai pu refaire de la peinture, continuer mes petits projets, continuer mon merch, etc. Donc vraiment c'était super cool cette petite pause, cette petite interlude avant l'arrivée du bébé. Et il me semble que, ouais c'est ça, hein, 3 semaines avant aussi. En fait, je pense le lendemain où j'ai terminé mon travail, mes copines m'ont organisé une baby shower. Qu'est-ce qu'une baby shower? C'est une fête avant l'arrivée du bébé. Et en général, les gens vous offrent les cadeaux de la liste de naissance, etc. Et histoire de passer un petit moment avec vos amis avant l'arrivée du bébou. Et franchement, j'ai grave kiffé. C'était très cool. C'était un peu court, mais en même temps, c'était voulu parce que j'avais pas envie de me fatiguer plus que ça, étant donné que à tout moment, j'aurais pu accoucher du bébé. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, il n'y a pas besoin d'être 150, etc. Mais juste se retrouver avec vos amis proches et tout, c'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment aimé. Et si j'ai un deuxième bébé,
je pense que je réitérerai l'expérience. Maintenant, on va parler plus dans les détails de ma fin de grossesse et de mon projet d'accouchement. Donc ça va être un peu plus technique et je ne vais pas censurer mes mots, tout simplement parce que c'est comme ça que je l'ai vécu et que j'ai pas d'intérêt de cacher la vérité, etc. Je pense que vous savez avec moi que je dis vraiment ce que je pense ou sinon je la ferme. Déjà, les 3 dernières semaines, j'ai eu des contractions de Braxton. Qu'est-ce que des contractions de Braxton? En gros, c'est quand votre ventre devient tout dur, tout dur, tout dur, genre vraiment dur, mais que vous n'avez pas mal. En fait, c'est une fausse contraction et c'est du pré-travail avant le travail. Donc c'est juste du travail bonus et ça va un peu entraîner votre bébé à descendre dans votre ventre, mais c'est pas des contractions de travail, c'est vraiment des fausses contractions parce que vous n'avez pas de douleur. Et moi, j'en ai eu très régulièrement pendant les 3 dernières semaines avant d'accoucher. Donc ça fait pas mal, mais c'est juste assez impressionnant. Et des fois, vous pouvez être un peu essoufflé ou des trucs comme ça, ou des fois, il faut vous asseoir un petit peu parce que ça prend quand même pas mal d'énergie. Et c'est vrai que j'ai été assez fatiguée les jours où j'en avais beaucoup. Pour vous parler un peu plus de mon plan d'accouchement, en gros, on vous demande ou pas de faire un projet de naissance. Qu'est-ce qu'un projet de naissance? C'est en fait votre plan idéal pour accoucher. Parce que quand vous êtes en souffrance, en contraction, etc., vous n'êtes pas forcément éclairé dans votre tête parce que vous êtes concentré sur la douleur. Donc en fait, on vous demande de voir au préalable, de faire une feuille qui va être passée auprès des infirmières, des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture, gynécologues, anesthésistes, etc. Et comme ça, en fait, ils vont savoir tous vos souhaits à l'avance. Ce sont des souhaits. C'est-à-dire que c'est pas le plan qui va être fait à la lettre, c'est toujours ajusté sur les problématiques du moment. Donc si le pronostic vital de l'enfant ou de la mère est engagé, ils respectent au max, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être respectées. C'est pas forcément ce qui va se passer. Et il faut vraiment se le mettre en tête. Moi, dans mon plan d'accouchement, j'étais partie sur quelque chose de physiologique. Qu'est-ce que c'est physiologique? C'est de se rapprocher au plus d'un accouchement naturel. Donc, c'est-à-dire pas de péridurale, pas trop d'intervention médicale, on laisse le corps faire et en fait le corps est fait pour ça, donc let's go quoi, on le laisse faire. La question c'est pourquoi je me suis dirigée vers un accouchement physiologique. Les gens ils vont se dire mais la folle, pourquoi elle veut absolument sentir la douleur? Dans mon cas, ce n'est pas ça. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais tu veux sentir le bébé passer? Non, moi c'est pas pour ça que je voulais faire un accouchement physiologique. Je voulais parce que déjà j'ai un petit problème de confiance envers le corps médical par rapport à d'autres expériences. Je vous en parlerai peut-être sur cette chaîne, notamment dans la chirurgie esthétique. Je sais que c'est pas la même chose, mais voilà. Donc déjà j'avais un très gros manque de confiance là-dedans. Et également en fait je me suis renseignée parce que même moi, je me disais mais pourquoi les femmes veulent accoucher dans la douleur? Je ne comprends pas. Et en fait, c'est pas que ça, parce que accoucher avec une péridurale, ça engage plein de choses dont on ne parle pas. Je vais pas vous faire un podcast ici pour vous expliquer les choses qui diffèrent et pourquoi faire une péridurale, c'est pas anodin pour le corps, pour plein d'autres choses, parce que je pense que j'aurais pas les mots, les ressources, etc. Mais je vais vous mettre en barre d'infos les podcasts que j'ai écoutés et qui m'ont fait comprendre et fait prendre cette décision. Moi, dans un but, c'était bien avant d'être enceinte et tout, j'avais écouté des podcasts parce que je voulais comprendre pourquoi les femmes accouchaient sans péridurale, pourquoi les femmes voulaient avoir mal. Et du coup, j'ai écouté un podcast de Lisanne Nadeau et Joanie, je sais pas quoi. Je pense que je peux pas dire à l'oral le nom de leur podcast, c'est Oral. Et il y a une intervenante qui est venue et qui expliquait les bienfaits de l'accouchement physiologique. Et en gros, ça m'a grave parlé. Je vais vous citer notamment plusieurs choses qui font que vraiment ça m'a fait basculer et j'ai dit ok, j'aimerais bien tenter ça. La prise de la péridurale, déjà c'est dangereux, hein, voilà. Vous ressentez pas ce qu'il y a dans votre corps et du coup, ça peut favoriser les déchirures, ça peut favoriser les instruments, etc. Utiliser donc les ventouses, les forceps, les spatules, enfin
toutes ces choses-là. La péridurale passe aussi dans le sang du bébé, donc ça peut ralentir son rythme cardiaque. Donc mon objectif, c'était de ne pas prendre de péridurale et d'accoucher le plus naturellement possible. Je vous raconterai dans mon récit d'accouchement, du coup, si j'y suis arrivée ou pas. Mais en tout cas, dans mon projet de naissance, j'ai bien spécifié que toutes ces choses-là, c'était si mon pronostic et le pronostic du bébé n'étaient pas engagés, le pronostic vital n'était pas engagé, obviously. Et j'avais aussi fait une petite case en cas de césarienne. Alors je voulais vraiment pas une césarienne, mais des fois il y a des césariennes d'urgence et je me suis dit si ça doit m'arriver, j'aimerais bien que ils respectent ça, ça et ça. Le personnel est censé respecter au maximum votre projet de naissance. Et moi, pour vous dire, il a été respecté vraiment de A à Z. Il n'y a pas un seul truc qui n'a pas été respecté, en tout cas dans les situations qui se sont présentées à moi. J'ai envie de vous dire que si vous voulez accoucher physiologiquement, il faut vraiment prendre des cours ou se renseigner sur l'accouchement physio parce que c'est pas du tout la même le même mindset d'un accouchement où tu vas prendre la péridurale. D'ailleurs, je fais une petite pause pour dire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, c'est-à-dire que une femme qui a accouché sans péridurale n'est pas meilleure qu'une femme qui a accouché avec une péridurale. Chacune fait au mieux pour elle-même et en fait, je pense que chacune d'entre nous, on sait qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Vous n'êtes pas une meilleure mère si vous avez accouché avec une péridurale ou sans. Vous n'êtes pas une meilleure mère si vous avez allaité votre enfant ou non. Vous n'êtes pas une meilleure mère si vous avez repris le travail 2 mois après que votre enfant soit né ou 5 ans après qu'il soit né. C'est vraiment... chacun fait ce qu'il veut. Moi, pour mon accouchement physiologique, j'ai beaucoup écouté de podcasts et j'ai pris des cours qui m'ont permis de mieux appréhender comment allait se passer mon accouchement physiologique, en tout cas le préparer au mieux. J'ai beaucoup préparé mon partenaire aussi, parce que dans les accouchements physio, le partenaire, il a quand même une place énorme dans le processus. Mon accouchement était prévu pour une certaine date. 1 mois avant cette date, on m'a mis la pression sur un potentiel déclenchement. Qu'est-ce qu'un déclenchement ? C'est en gros quand il déclenche votre accouchement parce qu'il y a un problème. Moi, le problème, ça pouvait être le diabète gestationnel. J'étais là en mode, mais stop, je n'ai aucun symptôme. Donc ils m'ont remis une dernière échographie, parce que ça, je vous l'ai pas dit, je pense. Mais en gros, sur toute votre grossesse, si elle se passe bien, vous avez 4 échographies. L'échographie de datation, où en gros, vous voyez un tout petit point comme ça, autant vous dire que vous ne voyez pas un bébé. Deuxième échographie, vous voyez le bébé. Troisième échographie, en général, c'est le sexe. Et quatrième échographie, c'est la dernière avant d'accoucher. Et moi, ils m'en ont rajouté une 2 semaines avant que j'accouche, je pense, pour vérifier s'il ne faut pas faire un déclenchement, parce que le bébé est trop gros. Spoiler alerte, mon bébé n'était pas trop gros. Donc se faire déclencher, c'est pas compatible avec l'accouchement physiologique. Donc moi, je ne voulais pas. Sachez, mesdames, que un déclenchement peut être refusé. Vous pouvez refuser votre déclenchement, sauf si le pronostic vital du bébé est engagé, encore une fois. Et des fois, il y a des déclenchements abusifs parce que ils veulent pas avoir un week-end rempli de dames qui arrivent à terme en même temps et de se faire... voilà, des fois c'est juste des déclenchements de confort et vous avez le droit de refuser, même si vous harcèlent, même si... Peu importe, vous avez le droit de refuser. Pour vous dire, votre date de terme, elle est calculée sur un cycle de 28 jours. Laissez-moi en commentaire de combien est votre cycle. Il y a plein de femmes où c'est pas 28 jours. Et moi, j'étais persuadée, et de toute façon, je savais par rapport à la conception, que ma date de terme n'était pas bonne. Mais bon, c'est une autre histoire. En général, si vous êtes suivi à la maternité, ils vous font des touchées vaginales à partir du 2e trimestre, un truc comme ça. Moi, j'étais avec une sage-femme libérale qui est plutôt orientée vers le physiologique. Et j'ai eu 0 touchés vaginaux pendant 7 mois. À mon 8e mois plus ou moins, j'ai eu mon premier toucher vaginal. Alors, les filles, je vais vous expliquer comment ça se passe. En fait, la dame, elle va toucher votre col. Voilà. Je vous mets un petit schéma. Je vous mets un petit schéma de... Voilà. Donc, pour parler simplement, elle va mettre 2 doigts dans votre
col de l'utérus, donc par votre vagin, quoi. Elle va vous mettre 2 doigts et elle va tâter le col de l'utérus pour voir s'il est mou, s'il est dur. Enfin, en fait, c'est un petit indicateur de quand est-ce que vous allez accoucher. Et là, elle va vous dire votre col est effacé, dur, mou, ramolli. Donc voilà, ce n'est pas très agréable. Une fois que vous êtes à 37 semaines, vous pouvez accoucher de votre enfant et normalement, tout est plus ou moins formé. Donc vous n'êtes plus en état de prématurité. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument essayer d'accoucher après les 37 semaines. C'est 41 semaines, hein, d'accord, normalement. Donc accoucher à 37 semaines, c'est pas forcément youpi, quoi. Sachant que s'ils sont trompés dans votre date de terme, ça peut faire une mini prématurité. Mais à 37 semaines, il y a des choses que vous pouvez faire pour avancer le travail. Notamment genre boire de la tisane de feuilles de framboisier, un truc comme ça. Alors moi j'en ai bu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça n'a rien fait. J'ai rien eu. Rien du tout. J'ai juste bu de la terre, quoi. C'était dégueu. Par contre, ce que j'ai fait à 37 semaines, c'est commencer à tirer mon lait. Il faut savoir que le lait monte quand le bébé est là, grâce à la succion sur le sein. Donc les hormones font que vos seins ils sont prêts à donner du lait, mais le lait n'est pas encore là. Et à 37 semaines, vous pouvez commencer à tirer votre lait doucement, évidemment, pour récolter le colostrum. Le colostrum, c'est avant le lait, c'est un peu opaque, un peu jaunâtre, et en fait c'est bourré de vitamines, de calcium, de tout ce que vous voulez. C'est hyper bon pour le bébé. Et en fait ça va faire monter un peu votre lactation avant que votre bébé soit là. Donc si vous avez prévu d'allaiter, c'est bien. Et aussi par exemple si vous voulez allaiter et que je sais pas, vous partez en césarienne d'urgence, en fait vous avez un temps donné entre le moment où vous avez accouché et le moment où vous vous réveillez, parce que vous avez quand même une anesthésie. Et des fois, de ce moment-là, le bébé, il a faim ou il a besoin d'être nourri. Et vous pouvez ramener, faut demander à votre maternité, mais vous pouvez ramener votre petit colostrum pour le donner au bébé en attendant que vous remontiez en chambre au lieu d'être en salle de réveil. Et surtout, ça lance bien votre lactation. En tout cas, pour moi, ça a bien marché. Mais vraiment, il faut le faire progressivement et pas avant 37 semaines parce que si vous commencez à vraiment fabriquer du lait, du vrai lait, ça peut donner un signal à votre corps que let's go, faut faire sortir le bébé et ça peut vous déclencher des contractions. Il faut faire vraiment attention de ne pas le faire avant. Moi, ça m'a pas du tout déclenché de contractions. Je pense que ça a rien fait à ce niveau-là, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir une très très bonne lactation dès le début et de faire des petites réserves déjà avant que le bébé soit né. En gros, moi j'ai fait ça et franchement, si j'ai un deuxième bébé, je pense que je le referai. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. D'ailleurs, je pense que je vais faire une FAQ spéciale accouchement, grossesse, allaitement, bébé, sommeil, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions d'ores et déjà. Je mettrai sûrement sur Instagram aussi une boîte à questions pour répondre à toutes vos questions concernant la maternité en général. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouvais ça cool de revenir sur ma grossesse alors que je l'ai dit à personne et que peu de gens étaient au courant. Comme ça vous avez quelques détails croustis. Je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre des pouces aussi. N'hésitez pas à commenter, tout ça, ça fait un peu booster les vidéos. À bientôt. Bye.